Hello? Hello, hello. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est assez fort? Hello Azazel. Hello Luigi. Hello Captain Jim. L'air siffloté, Luigi? Bonne question. Oui, vous m'entendez, ok, génial. Bonne question, écoute, il faut que je le demande à mon ami qui a réalisé ce générique, parce que je pense que c'est lui qui siffle, tout simplement. Est-ce qu'il sait siffler, cela dit? Je sais pas. Je lui demanderai.
Je lui poserai la question. Ça se trouve, il regarde en secret et il nous dira. Euh, Bonsoir, bonsoir, Pierrick. Hello, Alex. Message d'une personne utilisant le chat pour la première fois. Écoute, bienvenue. Je vous laisse 5 minutes le temps d'arriver un petit peu. Déjà, est-ce que parmi vous, commencez à vous dénoncer? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu le film, qui n'ont pas vu Under the Skin et qui se pointent ici, disons, en touriste, curieux? Il n'y a pas de mal à ça, hein. Après c'est juste que voilà, faut que vous sachiez que vous allez être spoilé, mais... Ah ouais. Salut, euh, Unruig. Mais dites donc, il y a des gens, il y a des nouveaux gens qui arrivent, qui sont intéressés par l'analyse de film du coup. Captain Jean n'a pas revu le film depuis longtemps. Euh, ouais, moi non plus, je l'avais pas revu depuis longtemps, quand je me suis penchée dessus ces derniers temps. Pour du coup les Mycéliades, parce que là, ce soir, ce que je vais faire, c'est un peu une reprise de l'analyse du film que j'ai pu faire à 3 reprises pendant les Mycéliades, donc le fameux festival dont je vous ai parlé, salut Giboulet, pour lequel j'ai revu pour la 2e fois le film cet après-midi, mais bravo Azazel, mais voilà, ce sont de bons élèves, des spectateurs sérieux. Salut Malone. Euh, je sais pas si j'ai déjà eu l'occasion de te croiser sur Twitch. Si, peut-être, je crois que tu as déjà fait un tour sur un stream. Euh, c'est pas grave, Luigi, c'est pas grave. Salut à Ourson Wells, incroyable pseudo. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc pendant les Mycéliades, j'ai fait, donc, comme je vous l'ai déjà dit, 3 dates pendant lesquelles j'ai fait des présentations en cinéma de ce film, avec en général une présentation de 5 minutes avant et une petite analyse après, du coup, et avec un échange avec le public. Et en fait, ça m'a vraiment passionné de me creuser la tête par rapport à ce film qui est un peu opaque, qui est pas spécialement facile d'accès. Et du coup, je me suis dit que ce serait dommage de pas utiliser ça aussi sur ma chaîne Twitch et de pas en parler un peu plus longuement avec vous, avec plus de monde, parce que c'est vrai que les séances, elles étaient super, mais elles n'étaient pas toujours extrêmement courues, parce que voilà, c'était des petits cinémas d'arrêt d'essai dans différentes villes, et puis en plus, voilà, encore une fois, un film qui n'est pas forcément facile, quoi. Donc voilà, il n'y avait pas forcément full, donc je me suis dit ce serait dommage de pas aussi faire ça avec vous, de pas parler de ce film avec vous. Mais du coup, voilà, si parmi vous il y a des gens qui étaient présents à ces séances, ben vous allez retrouver un peu le même discours. Mais du coup, peut-être que ce sera aussi pour vous l'occasion de prendre la parole davantage. Parce que du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais d'abord faire une petite présentation du film un petit peu wikipédiesque, on va dire, rappeler un peu d'où est né ce projet, avec rien de personnel là-dedans, mais juste des faits, on va dire. Ensuite, je vais vous faire un petit peu plus mon analyse, voilà, centrée autour du personnage de Scarlett Johansson. Voilà, moi, ce que je trouve que ce film dit. Après, on peut ne pas être du tout d'accord avec moi, c'est mon interprétation personnelle. J'ai pas... comment dire, j'ai fait des recherches en fonction de ce que moi j'y voyais, enfin sur les choses que je voyais dans le film, mais par contre j'ai pas lu d'article sur le film pour pas me laisser influencer, et voilà, du coup ce que je vais livrer c'est parfaitement personnel, et encore une fois on peut ne absolument pas partager mon analyse, et donc c'est pourquoi on a un 3e temps, bien sûr, je prendrai vos questions, vos remarques, vos analyses à vous, voilà, et on en discutera tout simplement. Voilà. Tu avais adoré Orson Welles? Un des rares films qui t'a fait flipper. Ah, c'est marrant qu'il t'ait fait peur, parce que c'est pas un film. En fait, je le trouve vraiment angoissant et déprimant. Alors, pas que justement, on va en parler, mais j'aurais pas dit qu'il me faisait peur, tu vois. Mais bon, la peur, c'est toujours extrêmement subjectif. Et bref, intéressant que, voilà, que toi, tu exprimes surtout qu'il t'ait fait effectivement peur. Donc, bref. Non, il est pas sur Shadows. En revanche, je crois qu'il est sur Filmo. C'est vrai que... Merci Valentine pour le follow. Je crois pas qu'il soit sur Shadows. Enfin, je suis à peu près. Attends. Non, attends, parce que du coup, maintenant je vais vérifier, ça m'énerve. Mais je crois qu'il est sur Filmo. J'aurais dû regarder. Ouais, c'est ça, Filmo. Filmo. Alors, pour reprendre un petit peu les choses au départ. euh, Comment dire, le projet, pour savoir d'où il naît. Donc, parce que vous savez peut-être, donc il est réalisé par Jonathan Glazer, qui est donc le réalisateur de La Zone d'intérêt, qui est en ce moment au cinéma et qui donc fait énormément de bruit depuis Cannes. Donc, je ne sais pas si vous avez vu La Zone d'intérêt, mais ça peut être assez intéressant parce que
en fait, le style de Jonathan Glazer, moi je trouve qu'il s'est vraiment suraffirmé, enfin complètement affirmé justement avec Under the Skin et qu'on le retrouve beaucoup dans la zone d'intérêt, alors que dans ses films précédents, c'était pas évident. Alors sachant qu'en fait à cette date il n'a réalisé que 4 films. On vient tout juste de commencer Valentine, tu n'as absolument rien loupé, pardon, donc aucun souci. Tu l'as vu il y a quelques mois, bah écoute, comme ça tu pourras nous donner ton avis également sur ce que j'en dis et sur le film en général. Donc parce qu'au départ, Jonathan Glazer a réalisé Sexy Beast en 2000, un film que je n'ai pas vu, c'est son film que j'ai pas vu, donc voilà, sur celui-là je peux pas m'exprimer. Ensuite il a réalisé Birth en 2004 avec... Oh mince, j'ai raté un follow, merci, j'ai pas vu qui c'était, mais merci beaucoup. Birth en 2004 avec Nicole Kidman, donc sans trop vous en révéler, c'est l'histoire d'une bourgeoise new-yorkaise dont le mari meurt d'une crise cardiaque et qui se retrouve confrontée au fils de voisin qui lui soutient être la réincarnation de son mari. Donc c'est intéressant parce que d'un point de vue thématique, on retrouve quelque chose dans Under the Skin sur ce thème de l'enveloppe corporelle, mais par contre d'un point de vue stylistique, moi je trouve que ça n'a pas grand chose à voir parce que Birth, même s'il est intéressant par plein d'aspects, il a quelque chose de beaucoup plus accessible, beaucoup plus grand public, comment dire, oui, beaucoup plus facile d'accès que Under the Skin. Et dans Under the Skin, et comme on le retrouve dans la zone d'intérêt après, il y a un tel travail sur la dilatation du temps, sur le regard. Ça, c'est d'ailleurs l'une des exploitantes qui m'a reçue pendant les dates, Céline du cinéma Le Caméo à Nancy, qui disait qu'il avait un œil documentaire. Et c'est vrai que voilà, moi j'avais tendance à parler de distance et de froideur, mais je pense qu'elle a vraiment mis le doigt sur le truc quand elle a dit qu'il y avait un œil documentaire dans sa caméra dans certaines séquences, on va y revenir. Et donc voilà, ça pour moi c'est à partir de Under the Skin. Alors que c'est marrant parce que du coup, il réalise quand même les films. Alors autant entre Sexy Beast et Birth, il y a que 4 ans d'écart, mais entre Birth et Under the Skin, il y a presque 10 ans d'écart, et entre Under the Skin et la zone d'intérêt, il y a 10 ans d'écart. Donc il n'est pas hyper productif comme gars, mais en même temps ça se comprend, parce que du coup, pour revenir sur l'histoire du projet, c'est-à-dire qu'il cherche pas la facilité, Jonathan Glazer, parce qu'au départ, donc, Under the Skin, c'est un roman écrit par, alors, je ne sais pas si ça se dit Michel Faber ou Michel Faber, ou Faber, je ne sais pas. Mais bref, c'est un roman que Jonathan Glazer a envie d'adapter de manière plus ou moins libre, et qu'il co-scénarise avec Walter Campbell. Mais au départ, en fait, les deux imaginent s'éloigner beaucoup du livre parce que... Bonsoir, c'est moi ou Géraldine, la deuxième demoiselle donne... Hein? J'ai pas compris ce message, Niki les beaux yeux, désolé, mais ça a l'air drôle. Euh, donc au départ, Michel Faber et... non, pardon, Jonathan Glazer et William Campbell veulent adapter ce roman, mais partent dans une direction presque opposée, parce que Michel Faber, le frère de Michel Pfeiffer, d'accord, ok, très bien, on est sur la blague conceptuelle. Au départ, ils veulent changer cette histoire d'aliens, je reviendrai un petit peu sur le synopsis après, ils veulent que ce soit l'histoire d'un couple d'aliens qui se déguise en fermier pour évoluer sur Terre de manière incognito. Hello, Kel Wide. Voilà, un couple de fermiers, dont le fermier d'ailleurs était censé être incarné par Brad Pitt, il avait déjà été casté, et ça devait être un film de science-fiction à gros effets. Il devait y avoir des scènes d'action, il devait y avoir, alors je ne sais pas, peut-être des images de soucoupes volantes ou des explosions, je sais pas, mais en tout cas, quelque chose d'une ambition qui n'a plus du tout été celle de Under the Skin par la suite. Parce que, au fil des réécritures, parce que Jonathan Glazer avait beaucoup de mal à être content de son projet, euh, il a été beaucoup réécrit, il a fini par se dire que non, il avait envie de se recentrer sur un seul personnage, et un personnage féminin. Il me semble que c'est le cas aussi dans le roman, que je n'ai pas lu, je l'avoue. Donc un seul personnage féminin, et par la même occasion, du coup, les scènes d'action, enfin les scènes demandant des effets spéciaux trop sophistiqués vont être élaguées. Donc on va changer complètement de genre de film, et donc on arrive sur un film beaucoup plus auteur, beaucoup plus presque intimiste, on va dire, un peu plus naturaliste, etc. Et du coup, quelque chose qui est moins attractif pour le grand public. Donc Jonathan Glazer va mettre beaucoup de temps à pouvoir... j'ai encore raté un follow, parce que je regarde pas mon écran, mais merci beaucoup pour les follow. Jonathan Glazer va du coup mettre beaucoup de temps à pouvoir développer ce film, parce que c'est des Sexy Beast d'ailleurs qu'il a envie de réaliser Under the Skin, mais ça va prendre beaucoup plus de temps, 13 ans en fait, voilà, à voir le jour.
Oui, signalez-vous ici les followers, effectivement. Je suis désolée, hein, c'est parce que là, du coup, comme je suis pas en train de jouer et que je regarde à droite et à gauche en même temps que je réfléchis. euh, Merci Eiko pour le follow, celui-là, je l'ai eu. Bref, qu'est-ce que je disais? Donc, il se recentre sur un film beaucoup plus intimiste, donc c'est pas facile à monter, parce que déjà, un film avec un personnage central féminin qui n'est pas back-upé, on va dire, par un personnage masculin ou par un groupe de filles ou quoi, c'est pas si facile. Mais alors, en plus, euh, voilà, sur une approche assez opaque des choses, avec quelque chose de très autorisant, très mystérieux, parce que le film, on dit très peu finalement, est toujours dans la suggestion. C'est vraiment pas facile à monter. Salut Verge de Fer. Et justement, c'est là qu'intervient Scarlett Johansson, parce que même si Jonathan Glazer avait au départ envie de faire le film avec la géniale Gemma Arterton, et bien Scarlett Johansson est finalement intéressée, et surtout ça arrange le studio parce qu'elle est beaucoup plus bankable. Et c'est intéressant parce qu'en fait, c'est la participation de Scarlett Johansson qui va permettre au film de se monter. Pourtant, à partir du moment où il arrive, il faudra encore 4 ans pour que le film réussisse à se monter. Donc, et elle va faire l'effort du coup de rester accrochée au projet tout du long, donc c'est dire si ça la motivait quand même. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on voit très bien à quel point le film a été un petit peu repensé en fonction de ce casting, parce que Scarlett Johansson, à ce moment-là, elle est en plein cœur de sa période Marvel, voilà, avec des films dans lesquels elle est très sexualisée, enfin, propulsée vraiment au rang de sex symbole. C'est comme ça qu'elle est perçue dans l'industrie hollywoodienne. Et du coup, c'est intéressant de voir à quel point elle a privilégié quand même ce projet beaucoup plus modeste, euh, qui mène aussi une réflexion sur son corps. Alors c'est pas là-dessus qu'on va se focaliser ce soir, mais il y a toute une analyse aussi à faire sur du coup plus la représentation du corps féminin et la manière dont comment dire sa fascination et sa marchandise peut être mortifère. Euh, voilà. Donc, et je me rappelle justement à l'époque de la sortie du film au cinéma, je me rappelle avoir lu des interviews de Scarlett Johansson où elle disait que c'était impressionnant de se dire qu'en fait il y a tout un film qui peut se monter sur son simple oui quoi. Alors on le sait hein, bien sûr, mais toujours est-il que c'est voilà il y a des projets comme ça qui sont en apparence très modestes, même s'ils sont profonds et intelligents et brillants et tout ce que vous voulez, qui en fait peuvent complètement dépendre de votre seule réponse quand vous êtes une star et ça doit être assez vertigineux comme sentiment. Donc voilà, pour ce qui est. Alors maintenant, je vais vous raconter vite fait de quoi parle le film pour que même les gens qui l'ont pas vu puissent savoir à peu près où on va. Donc globalement, même si je vais pas donner beaucoup de détails parce que en vrai, encore une fois, c'est une histoire qui est beaucoup dans la suggestion. On peut pas dire qu'il y ait énormément de péripéties, mais juste pour que vous ayez le cadre, on va dire. Donc on est sur l'histoire de une femme extraterrestre, enfin en tout cas une extraterrestre, qui prend une apparence humaine, donc une enveloppe corporelle humaine pour en fait récolter, enfin oui, récolter entre guillemets, récolter des hommes, c'est-à-dire qu'elle se balade au volant de sa camionnette comme et qu'en fait elle s'arrête la nuit dans la rue auprès d'hommes qui marchent sur le trottoir et leur propose de monter pour les déposer quelque part, pour l'aider, etc. Et voilà, un peu comme pourrait le faire un prédateur sexuel en général avec des genres inversés, on va dire. Et donc en fait elle les entraîne dans sa camionnette et elle les séduit, enfin eux se mettent à la draguer en général, et au moment où elle leur fait croire en fait qu'ils vont coucher ensemble, elle les amène dans une maison où donc là elle commence à se déshabiller, ils la suivent et alors là tout se passe dans une pièce qui est totalement noire, dont on ne voit pas les murs, avec simplement les personnages éclairés au milieu, et donc les hommes la suivent en se déshabillant et en fait plus ça va, plus ils marchent sur un sol qui semble être fait d'une espèce d'eau ou d'huile noire. Et au fur et à mesure qu'elle, elle marche et qu'elle continue à marcher sur cette eau, eux, petit à petit, s'enfoncent dans cette eau, comme s'ils s'en rendaient pas compte et comme s'ils continuaient à être fascinés par elle et juste la regarder sans se rendre compte qu'ils sont en train de se faire absorber littéralement par cette matière. Et une fois qu'ils sont sous l'eau, il y a une scène terrifiante là-dessus, où en fait, tout à coup, on voit qu'au bout d'un moment, ils sont complètement vidés de leur substance et que l'intérieur de leur corps disparaît et qu'il ne reste plus que leur peau, en fait, toute ratatinée sur elle-même. Et petit à petit, en fait, le personnage de Scarlett Johansson qui... Alors dans le livre, on sait qu'en fait, c'est clairement une alien qui récolte... Enfin, oui, qui récolte des humains pour faire de la viande, en fait. C'est clairement une question de nourriture. Alors dans le film, il y a des choses qui peuvent le laisser penser, c'est pas hyper clair, c'est plus mystérieux. Mais globalement, voilà, c'est pour faire de la bouffe, quoi, tout simplement. Et donc en fait, petit à petit, elle commence à avoir, semblerait-il, des doutes. Et notamment, à un moment donné, donc elle fait monter dans sa camionnette
un jeune homme qui souffre de malformation, qui a donc, je sais plus comment on appelle cette maladie, mais qui a donc le visage, la tête très déformée. Et en fait, elle, du coup, comme elle n'a pas les codes humains, on va dire, en dehors de ce qu'elle a appris, elle le traite comme un humain normal, comme ses autres proies. Du coup, lui est spécialement touché de ça, et elle est touchée qu'il en soit touché. Donc en fait, c'est un homme auquel elle laisse la vie sauve contre toute attente. Salut, Matt F 2602. Et, euh, et donc elle lui laisse la vie sauve, et à partir de là, en fait, petit à petit, c'est comme si elle se mettait à goûter à l'expérience humaine, et elle va arrêter de tuer ses proies, et elle va fuir en fait. Merci pour le follow. Elle va fuir en fait les espèces de motards qui la surveillent de loin, qui surveillent qu'elle fait bien son taf et qu'elle tue bien des gens. Enfin, des hommes en l'occurrence. Et en fait, ces motards, on suppose que c'est des aliens, enfin du même peuple qu'elle, voilà, même planète ou je ne sais pas quoi, qui effectivement la surveillent et qui sont chargés de non seulement prendre le relais et surtout la descendre en fait si au bout d'un moment elle est plus rentable, on va dire. Donc voilà, elle essaye de leur échapper et à la fin, elle comment dire, elle pense s'enfuir elle tombe aux mains en fait d'un homme qui essaye de l'agresser sexuellement. Et elle essaye de s'enfuir, mais l'homme en fait déchire son enveloppe corporelle, s'aperçoit qu'en fait en dessous c'est une alien, et en fait décide de lui mettre le feu, et elle meurt comme ça, et c'est horrible. Voilà. Ça c'est pour le résumé global de l'histoire, et donc maintenant on va essayer d'entrer dans ce que le film, selon moi, encore une fois ce n'est que mon interprétation personnelle, ce que le film essaye vraiment de dire. Alors du coup, Matt, dans le chat, tu demandes si une petite pub est autorisée. Je sais pas, ça dépend, une pub pourquoi. Ça dépend, ça dépend. Est-ce que tu as réalisé Under the Skin? Oui, je sais, Malone Silence. Merci, Sacha Alt, pour le follow. C'est très déprimant comme film. Et alors justement, ma thèse principale, on va dire, c'est que malgré le fait que le film soit extrêmement déprimant et on pourrait presque dire qu'il a un côté nihiliste, en fait, pas du tout. Moi, je trouve que c'est un film extrêmement optimiste, et je le trouve même profondément humaniste. Et je vais expliquer pourquoi, parce que c'est sûr que c'est pas évident quand on le voit avec cette espèce de sentiment de désespoir qu'il transmet. Salut Ultra, je dis salaud, non je voulais dire salut, pardon, Ultra 62100, mais vous avez des pseudos. Euh, Bah oui, mais alors Matt, tu fais du coup de la pub pour un streamer en même temps que tu demandes aux gens d'aller voir un streamer, alors que même moi, j'ai pas énormément de gens sur ma chaîne encore pendant mon live. Genre à la fin peut-être, à la fin, mais là moi ça me ferait plaisir que les gens regardent mon live quand même. Merci Nicolas Delage pour le follow, ça fait plaisir de te voir ici. Vous pouvez aussi aller du coup, puisqu'on est sur le moment de la pub, aller suivre Nicolas, qui en plus de vidéos YouTube extraordinaires sur lesquelles il mène des enquêtes sur différents mystères du cinéma, a aussi comment dire, une sorte de jeu télévisé, sauf que du coup ça se passe sur Twitch et sur YouTube, dans lequel il mène des quiz sur le thème du cinéma, il parle d'actualité et tout, et je l'ai fait une fois et c'était très fun. Voilà. Euh, donc, pour aller dans l'analyse maintenant du film. Par où commencer? Alors, je voudrais déjà. Alors, en fait, j'ai essayé de faire les choses bien et je vous ai prévu un petit diapo pour. Voilà. Pour vous parler de mes différentes idées. Alors, j'ai pas exactement toutes les images que je voudrais du film. J'ai pas réussi à tout trouver sur internet et je voulais pas prendre des captures d'écran dégueu, mais bon, pour les images que j'ai pas, je vous les décrirai au mieux. Donc, déjà, ça, c'est la magnifique affiche du film. Donc. Première chose, j'ai oublié de vous dire un truc trop drôle. Quand les scènes de la camionnette ont été tournées, donc des scènes pendant lesquelles le personnage de Scarlett Johansson ramasse des mecs dans la rue, en fait, ce qui est très drôle, c'est que les hommes, en général, ne savaient pas qu'ils étaient filmés. Donc c'est-à-dire que, hey, salut aux cultures, du coup, Nova Alexandre, je suppose, merci beaucoup de passer. En fait, les acteurs ne savaient pas, enfin, du coup, qui n'étaient pas acteurs surtout, ils savaient pas qu'ils avaient affaire à un tournage. Donc en fait, ils pensaient vraiment qu'il y avait une nana qui les arrêtait dans sa camionnette et qui leur proposait de monter. Et du coup, du coup beaucoup, en fait, comme on le voit dans le film, se mettent à draguer Scarlett Johansson. Ils se rendent pas compte que c'est Scarlett Johansson, mais ma foi, ils la trouvent belle. Et du coup, ils se mettent à la draguer. Et au bout d'un moment, donc Scarlett Johansson joue en fonction de leur réaction, etc. Et donc la scène se déroule à leur insu avec une caméra cachée.
Et c'est qu'à la fin, en fait, qu'on leur disait, bon, en fait, c'était pour un film, est-ce que vous acceptez qu'on utilise la scène, etc. Donc, c'est un peu rigolo quand vous voyez le film, parce qu'il y en a qui ont vraiment des moves de drague un peu pétés et tout, et qu'on voit à quel point ils se jettent sur l'occasion de draguer la nana qui les ramasse en camionnette parce qu'elle est canon, quoi. Et c'est un peu drôle à regarder. En tout cas, c'est vraiment parfait pour décomplexer sur vos techniques de drague. Euh, voilà. Ah oui, c'est vrai, Captain Jim, que. Ouais, moi je suis pas toujours convaincue par le rôle par le jeu de Scarlett Johansson, mais dans ce film, je trouve que effectivement ce rôle lui va comme un gant, et qu'encore une fois, ça utilise de manière un peu méta le statut de sa carrière, enfin son statut à Hollywood à cette époque-là. Mais oui, elle peut disparaître dans un rôle, effectivement, enfin là, au point que voilà, les Écossais qu'elle croisait, parce que c'était tourné en Écosse, ne la reconnaissaient pas. Faut dire que la perruque brune, il fait peut-être beaucoup, je ne sais pas. Alors, il n'y a pas le ton père, c'est un voleur, mais c'est un peu ce genre-là. Donc, j'ai essayé de, comment dire, d'organiser un petit peu tout ce que j'ai à dire sur ce film. Mais alors, je vais peut-être faire des allers-retours et tout, parce que c'est pas simple de dire tout dans l'ordre quand on n'a pas un prompteur comme sur YouTube et qu'on n'a pas de montage. Mais il y a beaucoup, donc, parce que là, j'ai mis du coup en exemple le gros plan sur un œil qu'il y a dans ce film. J'espère vraiment que ma collègue Déborah ne regarde pas ce live parce qu'elle est phobique des yeux, j'avais oublié qu'elle déteste les gros plans sur les yeux. Bon, je pense pas. Écoute, Déborah, j'espère que tu ne vois pas ça, sinon je pense que t'es déjà ta troisième crise cardiaque. Donc, dans ce film, il y a énormément de plans qui sont faits pour insister sur le thème du regard. Parce que Scarlett Johansson, encore une fois, est une alien qui, merci pour le follow, Martin59, est une alien qui s'habitue à, comment dire, à vivre dans ce corps qui n'est pas le sien, en tout cas cette enveloppe corporelle, et qui du coup joue énormément du regard que les hommes portent sur elle. Mais petit à petit, ce regard que les hommes portent sur elle va aussi devenir le regard qu'elle porte sur elle-même, enfin en tout cas va susciter une interrogation sur la perception qu'elle a d'elle-même, et sur le regard que elle porte sur les humains. Donc la question du regard est, comment dire, est cruciale, mais on va comprendre mieux pourquoi par la suite. Ah oui, donc vous avez aussi beaucoup de plans qui incluent des miroirs, comme souvent quand les films justement parlent de ces questions de perception, de regard, etc. Où en fait, vous allez voir, c'est intéressant pour ce qu'on va dire par la suite, mais ces manières de surcadrer et de mettre en valeur son enveloppe corporelle vont être importantes pour la suite, parce que merci pour le pour le follow bouillabaisse. Comment dire, l'incarnation et l'enveloppe corporelle vont être des choses absolument cruciales euh, dans leur chair, dans leur matière, pour l'évolution du personnage. Donc c'est la raison pour laquelle on part du regard en fait pour aller de plus en plus vers l'entièreté du corps. C'est quelque chose de crucial et on va le voir pourquoi. Donc voilà, encore une fois, il y a beaucoup de jeux de miroirs, ces manières de surcadrer le lieu de perception du corps, hein, le visage, les yeux. Euh, pa, pa, pa. Alors ça, j'y reviendrai plus tard. Ouais, j'ai pas mis mes trucs dans l'ordre. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Voilà, c'est surtout de ces deux trucs-là, je voulais commencer à vous parler. Vous avez dans le film plusieurs, plusieurs scènes dans lesquelles il y a un fond noir qui est utilisé, donc notamment les scènes où le personnage absorbe ses proies dans cette eau, cette espèce d'eau chelou là. Euh, et où donc voilà, on est sur un décor complètement noir où on ne peut pas savoir ce qu'il y a autour du tout, ni en dessous ni au-dessus des personnages, on ne sait pas où se trouvent les murs, absolument, enfin on est dans une perte totale de repères. Mais en parallèle, vous avez aussi des scènes où on se trouve sur un fond complètement blanc. Alors il y a au tout début du film, voilà, où le corps de la femme à qui elle récupère les vêtements se trouve, alors peut-être dans son vaisseau spatial, on ne sait pas exactement. Encore une fois, le côté alien extraterrestre c'est très très suggéré. Voilà, on se trouve sur fond blanc. Et aussi à la fin du film où voilà, on est presque sur le parallèle, hein, sur la reprise quasiment exacte de ce plan, donc celui où elle est prédatrice et celui là où elle devient davantage une proie pour le coup, où donc elle sort de sa camionnette dans le brouillard total, et le brouillard forme comme une page blanche dans laquelle elle peut projeter une nouvelle version d'elle-même. Et alors, c'est intéressant parce que justement, je pense que tout le film fonctionne autour de la question du choix et de la possibilité en fait qu'on qu'on a de saisir l'occasion de, comment dire, de réaliser notre partie humaine. Euh, et c'est à partir de là que je commence à trouver que le film est très humaniste, parce que donc pour aller un petit peu plus loin dans ce que j'essaye de vous dire, en fait je pense qu'il faut un petit peu revenir à la définition de l'existentialisme par Sartre. Alors, je vais rester en surface de Sartre,
et de l'existentialisme, parce que je maîtrise pas à fond, que j'ai pas eu le temps de tout bien lire ou relire. Je vais pas aller dans Heidegger, etc. parce que là, je vais pas maîtriser assez et qu'il aurait fallu que je révise beaucoup plus. Mais toujours est-il que voilà, si vous avez quelques souvenirs de vos cours de philo en terminale, si vous avez eu la chance d'en suivre, vous avez dû entendre parler du concept d'existentialisme chez Sartre et notamment du fameux titre de son ouvrage L'existentialisme est un humanisme, qui est donc un ouvrage qu'il a publié en 1946 et qui est une sorte d'exposé un peu simple. Alors, je crois qu'il l'a un peu renié par la suite, donc encore une fois, ça vaut pour voilà, mais qui est une sorte d'exposé, comment dire, ouais, enfin liminaire, on va dire, de son concept, sa conception philosophique, donc l'existentialisme qu'on rattrape, comment dire, qu'on rattache depuis beaucoup à Sartre. Alors, je précise juste que quand j'utilise des philosophes pour soutenir un petit peu mes analyses comme ça, comme sur YouTube, ça veut pas dire que j'adhère à la philosophie, parce que parfois j'utilise aussi des psychiatres ou quoi, ça veut absolument pas dire que quand je cite Freud ou je sais pas, ça veut pas dire que j'adhère à cette philosophie, que je trouve qu'elle est supérieure à une autre, etc. Je trouve juste que c'est des prismes de lecture importants, parce qu'ils ont quand même fondé des modèles de pensée dans l'histoire de l'humanité, et que c'est des prismes extrêmement intéressants et pertinents, je crois, pour avoir une certaine grille de lecture, apporter une certaine grille de lecture esthétique sur des œuvres subjectives. Donc ça veut pas dire que c'est... Quand je parle de psychiatre, c'est absolument pas des recommandations médicales, ou quand je parle de philosophe, ça veut encore une fois pas dire que je trouve que c'est ce modèle de philosophie qui surpasse un autre, ça veut juste dire que je trouve que là, ça permet une grille de lecture pertinente sur un film. Bref. Sartre, effectivement, donc là, oui, Manon Silence, du coup, je sais pas si c'est ce que tu essayes de dire, mais du coup, cette conception de l'existentialisme chez Sartre, pour le coup, elle est quand même assez accessible, elle est relativement simple, donc c'est pour ça que je vais m'en servir. C'est l'idée qu'en fait, comme le résument les deux phrases qu'on cite souvent de Sartre, l'existence précède l'essence et l'homme est condamné à être libre. Quand je dis l'existence précède l'essence, je vais vous l'écrire parce que c'est pas l'essence, c'est pas genre le sixième sens. L'existence précède l'essence. Hop, comme ça. C'est pas, c'est l'idée en fait que il n'y a pas de nature humaine, en fait que Dieu n'existe pas, que donc il n'y a pas de nature humaine, de nature humaine fondamentale et universelle, et qu'en fait on essaie d'imaginer l'homme en dehors de toute historicité, donc c'est-à-dire en dehors de son contexte social, voilà, historique, etc. Comme si l'homme n'avait pas de passif et qu'à partir du moment où un individu naît, il n'est pas spécialement héritier d'une condition. Alors ça, on peut n'être tout à fait pas d'accord avec, hein, évidemment. Mais qu'en tout cas, c'est pas ça qui prime chez lui et qu'il est avant tout un être qui a le choix. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il est condamné à être libre, parce que partout, tout le temps, l'homme a le choix d'agir d'une manière ou d'une autre, d'être heureux ou pas. Et encore une fois, on est d'accord ou pas, hein, j'explique juste ce que Sartre pensait, enfin je crois. L'homme s'écrit en fait lui-même à chaque fois. En fait, Sartre est complètement antidéterministe. Pour lui, il n'y a absolument pas de déterminisme qui vaille, et on est toujours maître plus ou moins de son destin et de qui on est et de voilà, où va notre vie, etc. Et donc à partir de là, c'est parce que l'homme, alors je répète un peu les choses que j'ai trouvées, c'est parce que l'homme n'est rien au départ, donc au moment de sa naissance, que le choix est possible. C'est parce que du coup, on n'a aucune préécriture au moment de notre naissance qu'on peut devenir n'importe quoi, n'importe qui on veut, dans la mesure où c'est à travers celui-ci, donc à travers le choix, qu'il devient donc ce qu'il veut être. Ainsi, l'homme est condamné à être libre. Voilà, c'est ça. Sartre versus Bourdieu, ça dit dans le chat. Je vais pas m'aventurer sur ce terrain, mais voilà. Après, encore une fois, Sartre est quand même revenu sur cet essai qui considérait, je crois en tout cas, c'est ce que Wikipédia m'a dit, qu'il considérait un peu simpliste. Donc encore une fois, on est sur la base de sa philosophie, c'est largement suffisant, je pense, pour analyser le film, mais on pourrait encore aller beaucoup plus loin et faire des analyses plus profondes et qui dureraient des semaines, mais bon, on va éviter de durer des semaines. Et donc, à partir de là, en fait, voilà, il n'y a pas de... C'est très très intéressant, moi je trouve que le film, justement, prenne un personnage central qui est un alien, parce que justement, elle n'a pas les codes de l'humanité, et à partir du moment où elle est ramenée dans cette condition humaine à travers son enveloppe corporelle, elle va pouvoir totalement écrire sa version d'elle-même, se réaliser elle-même
trouver sa version de l'humanité sans qu'il y ait de précédent, sans qu'elle ait d'a priori sur ce que doit être un humain, sans qu'elle ait voilà, comment dire, de préconscience de ce que devrait être un humain, de la manière dont elle va agir. Donc elle est dans le choix total. En fait, d'ailleurs, c'est intéressant parce que au départ, elle est absolument pas dans le choix total. Elle vit comme un animal ou je sais pas, comme Descartes ou Kant éventuellement pourrait définir un animal. Moi, je ne suis pas d'accord, mais en tout cas, elle est uniquement dans le rendement, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune pensée, elle ne fonctionne que par automatisme. Voilà, quand elle donne ses répliques au mec dans la camionnette, etc., elle est sur un script qui est bien appris, et sans aucune question, elle les emmène dans cette maison, et pour les process sous forme de viande, etc. Donc elle est dans le pur rendement, le plus basique, et dans la conception la plus vulgaire, commune et déshumanisée des besoins du corps et de la condition, non pas humaine, mais de la condition corporelle, si ça se dit. Enfin voilà, dans les besoins les plus basiques et les moins nobles et les moins élevés du corps. Et petit à petit, ça va changer, justement. Et donc, je reviens un instant sur mes images. Du coup, quand on est sur la page noire, sur le fond noir, celui-ci, on est justement dans les moments où elle est prédatrice, où elle enferme ses proies. Et à ce moment-là, je pense que cette espèce de noir infini qu'il y a autour d'eux, c'est l'absence totale de choix, c'est le déterminisme total, où en fait là, elle est dans le rendement pur, elle a une mission qu'elle doit accomplir, une mission selon laquelle il s'agit de bouffer pour pouvoir continuer d'exister, pour pouvoir continuer à bouffer, pour pouvoir continuer d'exister, donc sans aucun but, sans aucun choix, voilà, alors que au contraire, quand petit à petit, on a de plus en plus des fonds blancs dans le film, là on est sur une page blanche, ou au contraire on est dans le choix total, parce qu'à ce moment-là, le personnage devient de plus en plus humain, et à ce moment-là, elle va commencer à réfléchir par elle-même, commencer à faire preuve d'empathie, et du coup, oui, on est sur le choix, et là on est sur une page qu'on peut écrire, donc on est vraiment dans le noir, le déterminisme, la fermeture totale des choix, la mauvaise foi sur laquelle je vais revenir, et là au contraire, on est complètement dans l'écriture de son essence. Voilà, l'essence du personnage va être définie à partir de ce qu'elle va vivre. Et donc je vais revenir un petit peu notamment sur l'exemple du garçon de café de Sartre, qui est donc connu. Alors je sais pas si mon prof de philosophie de terminale est en train de regarder, soit j'espère que ce soit le cas, comme ça il sera fier de voir que j'ai pas oublié son cours, soit j'espère que c'est pas le cas, parce que il risque de me dire que je dis des conneries. Mais donc dans L'être et le néant, Sartre parle de cet exemple du garçon de café. En fait, il s'imagine, où il raconte une histoire vraie, je sais pas, un truc qui lui est arrivé, mais donc il a une terrasse de café, et il observe un garçon de café qui est extrêmement professionnel, mais alors extrêmement mesuré dans ses gestes, et qui en fait euh, agit uniquement en fonction de sa... Comment dire? Il fait comme si justement son métier de garçon de café était sa condition, sa seule condition, et comme si en fait, comme un robot, il était entièrement déterminé par ça. Et en fait, il est tellement parfait dans le moindre de ses gestes, dans le moindre de ses sourires, dans le moindre de ses... comment dire, moindre de ses actes liés à son métier, qu'en fait Sartre interprète ça comme une mauvaise foi, comme quelqu'un qui prétendrait ne pas avoir le choix. Le garçon fait comme s'il n'avait pas le choix d'agir comme il le voulait, et comme s'il était obligé de répondre à un code, à une nature qui n'existe pas de garçon de café. Ah, j'ai cru qu'on essayait de me parler à côté, excusez-moi. Euh, enfin, voilà, ça veut pas dire qu'il faudrait pas qu'il le fasse. Voilà, et peut-être qu'il faut en passer par là pour être professionnel dans son travail. Mais voilà, Sartre, il voit l'inverse en fait de la réalisation de la nature humaine. Il nous voit une sorte de lâcheté dans cette mauvaise foi, cette manière de faire comme si on n'avait pas le choix et comme si on devait parfaitement obéir à une nature qui n'est pas la nôtre, à une nature prédéfinie qui est, même si cette nature prédéfinie, c'est de servir des cafés. Et Scarlett Johansson, au départ, enfin son personnage qui n'a pas de nom, est complètement là-dedans, justement au départ, quand elle obéit, du coup, aux motards, etc., à sa logique d'extraterrestres qui sont là pour bouffer des humains. Et en fait, elle quitte complètement cet état de mauvaise foi quand l'humanité vient à elle petit à petit. Et moi, je trouve ça hyper intéressant dans le film, la manière dont c'est mis en scène, notamment à travers... Donc c'est pour ça, là, je parlais donc des pages blanches et des pages noires, parce qu'il y a cette idée de projection, la page noire sur laquelle on ne peut rien projeter, dans laquelle on est complètement enfermé par son déterminisme et par cette mauvaise foi, et la page blanche sur laquelle, au contraire, là, on peut projeter, écrire son essence, etc. Et c'est... Quoi ?
Delirium Bear, Sartre découvrant que les gens ne sont pas tous des bourgeois du XVIe siècle et ont des contraintes. Inséré Pikachu choqué. Oui, non mais tu n'as jamais aimé Sartre. Non, encore une fois, voilà, comme je le disais, ça veut pas dire que je suis d'accord avec cette philosophie. Après, là encore une fois, j'ai comment dire une lecture extrêmement basique parce que je suis restée en surface tout simplement parce que je maîtrise pas extrêmement bien, que j'ai pas eu le temps de beaucoup relire à l'avance et parce que là, il s'agit encore une fois que d'appliquer cette grille de lecture à un film, mais ça veut pas dire voilà, même Sartre, je pense, avait quand même une pensée un peu plus fine que ça. C'est intéressant d'ailleurs parce que je lisais tout simplement Wikipédia, je crois. Bon, voilà, écoutez, ne faites pas comme moi, allez chercher vos sources un petit peu ailleurs que sur Wikipédia. Mais justement, il a un petit peu pensé au départ l'existentialisme en réaction à la pensée de Kant, du coup Kant qui avait une pensée, comment dire, une pensée très un peu rigide de la morale et qui disait que en fait il ne pouvait enfin comment dire soutenir ou ne souffrir absolument aucun mensonge parce qu'à partir du moment où on est un peu de mauvaise foi ou qu'on ment, on utilise l'autre personne comme un moyen et non pas comme une fin. Et que la moindre des choses, c'est de respecter du coup le fait que les autres gens sont des humains aussi, et donc ne sont pas des moyens pour soi d'arriver à quelque chose, mais sont des fins en soi. Et Sartre prenait l'exemple, au contraire, pendant la guerre, par exemple, d'un résistant qui devrait choisir entre rester en France s'occuper de sa mère malade ou rejoindre la résistance à Londres, et que là, du coup, voilà, la morale telle que la concevait Kant ne pouvait pas s'appliquer à un choix ancré dans le quotidien comme celui-ci, voilà, où on a des conflits. D'un côté, il y a une morale filiale, d'un côté, il y a une morale politique, etc. Et que voilà, Kant pouvait pas s'appliquer à ça. Bon, voilà, encore une fois, ça se discute. Mais donc, pour revenir à ça, je trouve que donc il y a deux séquences dans le film qui s'opposent magnifiquement bien. C'est pour commencer la séquence de la plage. Alors si vous avez vu le film, vous saurez que cette séquence est absolument horrible. Et pourtant, encore une fois, filmée avec un œil vraiment très documentaire, donc en plus très extérieur à l'action, et qui nous expose en fait sa cruauté comme ça, sans du tout nous en faciliter le regard ou accompagner nos émotions dessus, parce qu'on est à travers le regard de Scarlett Johansson, qui à ce moment-là n'est encore vraiment qu'une prédatrice, ne réfléchit absolument pas comme une humaine, et donc a un œil absolument euh, mécanique sur les choses. Donc en fait, oui, Azazel, la scène la plus angoissante en fait. Donc elle est sur une plage, elle commence à essayer de draguer un surfeur pour le bouffer, enfin pour le ramener dans sa maison maudite là. Et en fait, le surfeur à un moment donné s'interrompt parce qu'il essaye d'aller sauver quelqu'un. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que plus loin sur la plage, il y a un chien en train de se noyer. Ce chien, il y a sa maîtresse qui est en train d'aller le chercher, mais qui du coup est en train de se noyer aussi. Et donc le mari de cette dame court essayer de sauver sa nana, qui essaye de sauver le chien. Et ils sont en train de se noyer tous les trois, parce que le surfeur n'arrive pas à les sauver, et en plus Scarlett Johansson l'assomme. Et en plus, ils ont leur bébé qui est en train de pleurer sur la plage, et qui reste ensuite tout seul comme une merde sur la plage, et qui donc, alors qu'il voit ses parents être en train de se noyer avec leur chien, est en train de pleurer, personne ne vient l'aider, et on sait qu'il va se faire recouvrir par la marée et qu'il va mourir. Donc c'est genre vraiment, c'est horrible. C'est horrible, et en fait, à ce moment-là, vous allez comprendre pourquoi, mais le réalisateur est vraiment dans la surenchère des choses les plus horribles possibles. Alors un chien en train de se noyer, c'est trop triste et on n'a absolument pas envie que ça arrive, et voilà. La nana derrière qui voulait le sauver, qui se noie aussi, le mari qui aime sa femme, qui voulait la sauver, et le bébé qui reste tout seul, c'est vraiment genre... On concentre dans cette scène toutes les choses les plus horribles et tout ce qui est le plus susceptible de faire naître de l'empathie. Et donc à travers le personnage de... et tu dis que c'est pas déprimant. Je sais pas qui a dit que c'était pas déprimant, mais si, c'est déprimant. Et donc là, on est vraiment dans la surenchère de tout ce qui est censé pouvoir susciter l'empathie. Mais on regarde cette scène, encore une fois, avec le regard extrêmement froid et documentaire de Scarlett Johansson, qui ne comprend pas, qui n'a aucun accès à ses sentiments humains, qui n'a aucun accès à l'intimité des sentiments et de l'humanité qui peuvent conduire à ce genre de comportement. Donc elle assomme le gars, le surfeur, elle l'emmène dans sa camionnette, elle laisse le bébé pleurer, elle laisse les autres se noyer, voilà, tout le monde meurt, sauf elle. Et donc c'est horrible, et on se dit à ce moment-là, mais c'est... Voilà, en fait, si ça ne l'émeut pas, qu'est-ce qui pourra l'émouvoir un jour? Et en fait, c'est très intéressant, parce que plus tard dans le film, quand elle récupère du coup le jeune homme qui a le visage extrêmement déformé, et qu'elle l'emmène dans sa maison, donc on pense que là, elle va le buter, quoi. Elle va le faire aspirer par cette espèce de substance noire. Et en fait, on n'assiste pas à la scène, mais elle lui laisse la vie sauve. Et ce qui s'est passé avant
dans la camionnette pendant qu'il parlait, c'est que à un moment donné, donc ce jeune homme se faisait remarquer qu'en fait, du coup, avec le physique qu'il a, etc., il avait jamais de relation intime, il avait jamais eu de relation intime, et qu'il n'était jamais touché, il n'était jamais caressé par personne, parce que personne n'avait envie d'être en contact avec lui, en contact physique avec lui. Et du coup, Scarlett Johansson commence à lui prendre les mains. Elle lui caresse un petit peu les mains, justement, et du coup, ça lui plaît, le jeune homme, etc., parce que ça lui fait du bien d'avoir ne serait-ce qu'un semblant de contact physique. Et donc on va y revenir, mais donc ça se passe dans la camionnette, et donc après elle lui laisse finalement la vie sauve, et on n'assiste pas à cette scène. On le voit juste, le jeune homme ressortir tout nu du coup de la maison. Alors malheureusement pour lui, le motard qui surveille un peu ce que fait Scarlett Johansson le bute après. Mais en tout cas, elle lui laisse la vie sauve, et on ne voit pas la chose se passer. En revanche, ce qu'on voit... Oui, oui, Luigi, absolument, c'est un film plein d'espoir, mais c'est un film humaniste, mais on va y revenir. En revanche, ce qui se passe après, c'est qu'on retrouve Scarlett Johansson, qui est toute seule dans une chambre. Alors là, ouais, malheureusement, c'est de ça, je n'ai pas d'image de ça. Mais elle est seule dans une chambre, et elle regarde en fait sur une fenêtre une mouche en train de taper contre la vitre, en train d'essayer de s'échapper, là, et qui n'y arrive pas. Et là, donc encore une fois, on est un gros plan sur son regard, sur son visage, qui regarde cette mouche. Et là, on voit la naissance de l'empathie chez elle. Et en fait, il y a du coup ces deux séquences qui se répondent, qui sont très espacées dans le film, où en fait, là, on sent, sans avoir assisté, encore une fois, à la remise en liberté du jeune homme, qu'elle, euh, qu'elle tout à coup, elle s'est mise à ressentir de l'empathie pour une créature qui est prisonnière. Et donc, elle regarde cette mouche, et une mouche, c'est à peu près ce qu'il y a de moins... euh, comment dire, c'est pas la créature pour laquelle on peut le plus facilement ressentir de l'empathie. Alors je sais pas pour vous, moi je tue pas les mouches, j'aime pas les gens qui tuent les insectes, mais c'est vrai que c'est pas un animal sur lequel on peut facilement projeter de l'empathie ou des sentiments, parce que ça n'a rien, c'est pas un mammifère, ça n'a rien d'humain, c'est extrêmement petit. Quand ça se cogne sur une vitre, ça a des gestes complètement erratiques auxquels on peut pas du tout s'identifier. Souvent, en général, il y a la fenêtre d'à côté qui est ouverte et on se dit mais pourquoi tu vas pas juste à côté? T'es complètement conne. Et, euh, et donc c'est difficile de s'identifier à une mouche et d'avoir de l'empathie pour une mouche. Je dis pas du tout que c'est impossible, encore une fois moi j'en ai, et je pense qu'énormément de gens sont capables d'avoir de l'empathie pour une mouche, mais ça demande une réflexion, ça demande un chemin de pensée ou un chemin émotionnel qui est plus important que quand on se retrouve sur une plage à voir un chien et des gens se noyer. Et donc en fait voilà, on a donc on se demande qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux scènes, entre le moment où elle est absolument incapable d'empathie de voir cette famille complètement détruite en quelques secondes, et à côté une mouche qui se cogne contre une fenêtre où là tout à coup bah, en fait ça semble cette scène être la traduction de ce qui vient de se passer, donc l'ellipse pendant laquelle elle a du coup redonné la liberté à ce jeune homme. Bah, tout simplement parce que voilà, tout à coup, elle est capable d'empathie. Et justement, ce qui est hyper intéressant, c'est que en fait, on nous montre pas quand elle libère le jeune homme, parce que on pourrait comprendre. Enfin, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus fort de nous montrer à travers un être pour lequel il est très difficile de ressentir de l'empathie, que même là, elle commence à en ressentir. Qu'en fait, elle commence à comprendre ce que c'est que la détresse à travers la représentation de la mouche. Donc c'est très intéressant la manière dont on ne veut pas nous montrer voilà, cette scène avec le jeune homme au moment où elle lui rend sa liberté, et qu'en fait on nous explique ça à travers la représentation d'une mouche. Alors personnellement je trouve ça très fort, je trouve que ça décuple en fait l'effet, et qu'on évite la facilité du genre elle le regarde de manière pathétique, elle dit oh non vas-y finalement repars. Donc je trouve ça brillant. Euh, et bref. Et donc en fait, ce qui est hyper intéressant là, c'est que du coup, c'est bien le fait. On se dit, donc encore une fois, les scènes sont espacées, donc qu'est-ce qui s'est passé pendant le film pour qu'elle en arrive là, pour qu'elle suive ce chemin-là? Donc en fait, ce qui a changé entre la Scarlett Johansson du début et la Scarlett Johansson de cette scène-là, c'est qu'en fait, elle a pris le temps d'exister précisément à travers son enveloppe corporelle. Et que donc, c'est bien à travers les expériences qu'elle aura faites que en fait elle est en train de s'écrire, de se réaliser, de se choisir en tant qu'humaine, et qu'elle se met justement à faire des choix qui sont des choix de raison, pas dans le sens où c'est pas des choix de passion, mais des choix d'être raisonnés, et pas qui n'obéissent qu'à un code, qu'à une détermination, un déterminisme. Euh, donc elle se met à faire des choix, et donc par là elle commence à devenir humaine, ou en tout cas, enfin humaine ou douée, enfin je dis humaine pour raccourcir, mais ça veut pas dire que je trouve que les animaux ou quoi sont dénués d'empathie, mais voilà, là c'est parce qu'elle est sous forme humaine. Hey, merci Self Historique pour ton raid, merci beaucoup.
Abonnez-vous aussi à la chaîne de Selfie Historique, j'en ai déjà parlé parce qu'elle m'a déjà fait le plaisir de passer sur mes streams, mais c'est une chaîne incroyable et très très drôle sur laquelle en fait Louise propose des sketchs au cours desquels elle incarne des personnages féminins historiques, euh, mais comme si elles étaient, enfin, comme si elles étaient des femmes d'aujourd'hui. Enfin, non, parce que justement, elle le fait avec des costumes d'époque, etc. Mais voilà, elle vous fait à chaque fois un petit portrait de personnages féminins importants historiques de manière extrêmement drôle. Et voilà, elle incarne la chose elle-même, etc. À travers un format tuto ou autre. Et c'est très drôle et c'est très cool. Donc voilà. Euh, mais oui, mais écoute, merci beaucoup. J'espère. Oui, d'ailleurs, moi aussi, il faut vraiment que je pense à faire un raid à la fin du live parce qu'à chaque fois, je dis je vais le faire et j'oublie. Donc, je vais essayer d'y penser. Mais bref, donc voilà, elle commence à se réaliser en fait en tant qu'humaine alors qu'au départ elle est alien. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ça passe précisément par l'enveloppe corporelle humaine. Parce que donc, pour revenir encore une fois à Sartre, ce qu'il disait sur l'existentialisme, comme je disais, c'est partir du principe au départ que Dieu n'existe pas, et que donc il n'y a pas de nature humaine à laquelle obéir, enfin, de nature humaine à respecter, et qu'en fait on crée à chaque fois ce qu'on pense devoir être la nature humaine, chaque individu. Et ouais, j'y viendrai à cette scène, du coup, on en reparlera tout à l'heure, n'hésite pas à me la rappeler si j'oublie en fin d'analyse. Mais parce que donc Sartre part du principe du coup que Dieu n'existe pas, donc encore une fois, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais ce que je trouve très intéressant dans ce film, encore une fois, dans le fait que ça passe par vraiment sa chair, par son corps humain, cette expérience de la vie, et du coup cette naissance de l'humanité, c'est parce que dans une société qui est très quand même influencée par une histoire chrétienne, religieuse, ce qu'on veut, en fait on a quand même beaucoup pris par habitude, à travers une certaine conception de la morale, que le corps et l'esprit étaient deux choses extrêmement séparées, et que le corps était quelque chose du coup qui pervertissait l'esprit, qui l'empêchait de s'élever, enfin que voilà, l'esprit c'est quelque chose qui est fait pour s'élever, alors que le corps c'est les bas instincts, c'est le péché, c'est voilà. Euh, alors que du coup, là, voilà, on montre au contraire que la grâce arrive par, enfin la grâce, ou en tout cas l'humanité, on peut juger que c'est la grâce, arrive justement, moi je trouve que ce genre d'image le symbolise bien, par l'expérience de la vie qu'on fait à travers le corps, à travers la chair. Euh, Parce que bah, c'est encore une fois la chair, les choses, les sensations qu'on ressent à travers le corps et les choix auxquels on est, en face desquels on est mis à travers son corps, c'est à travers ça que va passer nos expériences qui vont nous déterminer, du coup, enfin, faire notre essence. Donc l'existence précède l'essence, donc on doit exister à travers ce corps pour définir qui on est, et donc pour définir notre nature humaine, qui encore une fois n'est pas un concept selon Sartre, un concept général auquel chaque humain répond, mais qui est quelque chose que chaque humain, en tant qu'individu, va réécrire. Et donc je trouve que le film illustre parfaitement ça. Et ben, ça, je trouve ça brillant. Et donc, je trouve ça, pour le coup, effectivement, optimiste. Alors après, il y a des choses moins optimistes. Mais alors, du coup, comme le disait, du coup, je vais rebondir dessus tout de suite, mais comme le disait Ward, j'ai dit là dans le chat, il y a donc une scène vers la fin où elle se contemple, où là, tout à coup, effectivement, elle contemple longuement son corps dans un miroir, et où elle semble porter un regard différent sur ce corps, où tout à coup, c'est comme si c'était devenu réellement son corps. C'est plus son costume, c'est son corps, parce que c'est à partir de celui-là qu'en fait, elle a développé cette humanité, qu'elle est devenue humaine, qu'elle n'est plus quelque part, elle est plus extraterrestre, elle est plus humaine. Enfin, elle est devenue humaine. Sauf que, justement, le drame de ce personnage, c'est qu'à un moment donné, en fait, elle est tellement séduite par cette vie humaine qu'elle en arrive à, voilà, parce qu'elle a envie de faire des expériences humaines, donc elle arrive dans ce restaurant où elle essaye de manger un gâteau, et en fait son corps n'est pas fait pour, donc en fait elle le vomit directement, quoi. Donc comme si au bout d'un moment elle se retrouvait face à la limite malgré tout, du fait que bah, son corps n'est a priori qu'une enveloppe. Et voilà, plus tard, elle a aussi, du coup, de son propre chef, réellement envie d'avoir une expérience sexuelle avec un homme qui se montre gentil avec elle. Et en fait, elle peut pas aller au bout parce qu'à un moment donné, donc on voit pas le détail, mais elle regarde son entrejambe et en fait, elle constate que son corps n'est pas fait pour avoir une relation intime à échelle humaine. Luigi, t'as peur de pas être bien en le regardant, mais tu m'as donné envie de le voir. Bah écoute, j'espère malgré tout que tu le verras. Alors c'est pas comme La Zone d'intérêt, c'est pas un film fait pour se sentir bien, ça reste brillant et c'est très enrichissant comme expérience, je pense.
Et donc du coup, voilà, c'est là toute la tragédie du personnage, c'est parce que du coup, elle commence à écrire effectivement cette nature humaine, mais que par contre, elle peut pas, enfin, elle peut pas en faire l'expérience jusqu'au bout. Enfin, en tout cas, son corps lui impose, son corps d'alien, du coup, à l'intérieur d'elle-même, à l'intérieur de cette enveloppe, lui impose des limites. Voilà, où les choses qui pourraient être relever du plaisir, comme le fait de manger un gâteau ou du coup de coucher avec quelqu'un, bah l'intérieur de son corps d'alien qui n'était là que pour des questions de rendement et de déterminisme ne peut pas les admettre. Ça ne peut pas fonctionner. Et donc, la tragédie du personnage va encore plus loin parce que plus tard, est-ce que j'ai des images? Je me rappelle plus. Ah ouais, alors ça c'est les mecs quand ils sont engloutis dans cette espèce de substance noire avant que leur corps se vide complètement de leur substance. Et oui, d'ailleurs, ce que je voulais dire aussi, c'est que je trouve passionnant le fait que eux soient complètement plongés dans le noir au moment où ils sont justement vidés de leur substance et qu'il ne reste que leur peau, alors que elle est projetée dans ces images blanches ou alors pleines de voilà, pleines de comment dire avec un cadre extrêmement riche, saturé de couleurs ou d'éléments, comme aussi celui-ci. Là où elle, au contraire, va prendre toute sa substance, où au départ, voilà, elle n'est qu'une enveloppe corporelle qui doit obéir à une logique de rendement. Pardon, excusez-moi. Obéir à une logique de rendement, et qu'en fait, elle, au contraire, elle va trouver toute sa substance à travers cette expérience, et à travers, du coup, autre chose que cet écran totalement noir. Et donc à la fin, voilà, il y a ce passage absolument tragique où donc en fait, elle se fait courser par un type qui essaye de l'agresser sexuellement dans la forêt et qui en fait, en l'attrapant pendant qu'elle se débat, déchire sa peau d'humaine. Et donc en dessous, il voit qu'elle a ce corps complètement noir et anonyme, et donc il s'enfuit, il a peur. euh, et en fait, d'ailleurs, je trouve ça hyper intéressant parce que je trouve que ce moment où on la voit avec sa déchirure dans le dos, comme ça, où on voit que sa peau est déchirée, c'est une manière. En fait, c'est comme si on représentait de manière visuelle et physique le ressenti que peut faire une agression sexuelle, quoi. Vraiment comme si on représentait de manière concrète le sentiment que peut laisser du coup chez la victime une agression sexuelle. Et du coup l'agresseur ne s'attend pas à être mis en face de ça, non seulement parce qu'il s'attend pas à ce que la peau de la nana puisse se déchirer sur un fond noir comme ça, mais aussi parce que il n'a pas forcément conscience effectivement de ce que ça des conséquences et de ce que ça peut faire en fait, euh, de ce que ça impose à quelqu'un en fait d'en abuser sexuellement. Et donc en fait, là, le personnage du coup de l'alien se retrouve face à son propre visage, parce que dans cette scène, si vous n'avez pas vu le film, son visage est en train de pleurer, en fait, est encore animé, encore vivant. Et en fait, elle se retrouve face justement à l'humanité, à la nature humaine qu'elle était en train d'écrire, elle est dépossédée d'elle-même du coup, mais elle se retrouve face à cette enveloppe corporelle qui en fait qui est tout, qui n'est pas autre chose que son âme en fait, qui parce que donc elle a trouvé une âme au fur et à mesure, enfin une âme, une humanité, appelez ça comme vous voulez, mais en fait ça passe aussi complètement par le corps, contrairement à ce que voudrait nous faire croire la religion parfois. Et et en fait voilà, ce corps est vivant et il ressent et il éprouve. Et en fait c'est ça qu'elle est en train de constater avant que malheureusement cet agresseur extrêmement cruelle ne reviennent et ne lui foutent le feu. Parce que donc, malheureusement, à la fin, elle meurt brûlée vive. Euh, donc oui, c'est extrêmement cruel parce que du coup, c'est au moment où on lui donne toutes ces possibilités de ressentir, de ressentir de l'empathie, d'avoir envie de ressentir du plaisir, de s'approprier son propre corps comme étant vraiment sa propre chair, et, sa découverte de l'humanité, enfin du sentiment humain, quoi, que en fait on la tue de la manière la plus cruelle et la plus douloureuse possible. C'est maintenant qu'elle est capable de comprendre cette cruauté et de ressentir cette douleur qu'on la lui fait subir. Donc c'est horrible et en même temps il y a quelque chose de beau, alors pas dans ce qu'elle subit, mais de beau dans cette impression qu'en fait ces moments qu'elle aura vécus en étant capable de ressentir des émotions et de l'empathie, etc., et d'être humaine ou d'avoir une âme, encore une fois comme vous voulez, euh, ça aura valu le coup. Et qu'en fait, c'est possible de ressentir ces belles choses à travers, enfin pour n'importe qui, en fait, n'importe qui se retrouve face à la possibilité de la condition humaine, à la possibilité du choix du choix constant, du choix permanent qu'est la vie pour quelqu'un qui est doué de raison, et qu'en fait quelque part ça vaut le coup. Merci beaucoup Vinzu point point pour le follow. Ça vaut le coup. Là, il y a une forme de grâce. C'est comme si on lui avait effectivement accordé la grâce. Encore une fois, j'avais l'impression que ce genre d'image là, éventuellement, et aussi, et merci exactement, aussi besoin, pardon, pour le follow.
Voilà, ce genre d'image donne l'impression que petit à petit, il y a quelque chose de la grâce, finalement religieuse ou pas, ou humaniste, qui vient s'imprimer sur le personnage. Et que malgré le lot de cruauté, et d'horreur et de tout ce qu'on veut qu'entraîne forcément quelque part l'expérience humaine, l'expérience mondaine, l'expérience terrestre et donc l'expérience humaine, euh, ben, il y a quelque chose de fondamentalement beau et qui vaut fondamentalement le coup dans le fait de vivre ça plutôt que d'être un, comment dire, un corps qui est encore une fois dans la logique de pur rendement et qui n'éprouve rien. Euh, Ah, il y a quelqu'un qui était présent au mycéliade, mais merci beaucoup. Oui, bah écoute, voilà. Du coup, tu as peut-être déjà écouté cette analyse, mais j'avais envie d'en faire profiter plus de monde, donc voilà. Euh, et donc c'est pour ça que je trouve que, donc parce que Sartre disait que l'existentialisme est un humanisme, justement parce que la logique existentialiste permet en fait de responsabiliser l'homme, en fait d'être extrêmement optimiste vis-à-vis de l'humain, parce que ça part du principe que l'homme est sans cesse responsable de ce qu'il fait et que du coup il a constamment le choix d'être heureux et de faire le bien, de ce qu'il estime être le bien. Donc encore une fois, les notions de morale pour Sartre ne s'appliquent pas comment dire, aux situations du quotidien, et c'est plus compliqué que ça, mais l'homme peut constamment faire le choix de ce qu'il estime être bien, en tout cas, pour lui, pour son entourage, pour voilà, et qu'en fait il y a quelque chose d'extrêmement beau et vertigineux dans cette condition humaine qui là pour le coup est quelque chose au contraire de noble, pas dans le sens où on entend la condition humaine parfois dans des considérations plus pessimistes, et donc qu'on estime que là c'est quelque chose de magnifique et ouais, qui vaut la peine d'être vécu, même si encore une fois la tragédie c'est que ça comporte son lot d'extrême cruauté et d'horreur, et en l'occurrence, pas pour rien aussi je pense si Jonathan Glazer a particulièrement choisi de le représenter à travers un personnage féminin qui donc attire, à travers la plastique de Scarlett Johansson, attire les pires désirs aussi voilà, autour d'elle. Et flatte les bas instincts humains. Mais bref, voilà. Alors globalement, c'était ça que j'avais envie de vous dire sur le film. J'espère ne pas en avoir trop oublié de choses, mais toujours est-il que maintenant, n'hésitez pas à me faire vos remarques, etc. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur ce film? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous ne l'aimez pas? Pourquoi? Etc. Et n'hésitez pas à poser des questions. Est-ce que j'ai vu Ex Machina? Euh... Attends, Ex Machina, j'ai peur de confondre avec un autre film. Attends, je vais chercher. Je suis pas sûre que je l'ai vu celui-là. Je crois que je confonds avec Archive. Euh... Ah oui, non, avec Alicia. Non, non, je l'ai pas vu celui-là. Je ne l'ai pas vu. Effectivement, oui, je confonds avec Archive. Je ne l'ai pas vu. Ouais, du coup, désolé, Luigi. Je peux pas, je ne sais pas si le personnage serait intéressant à analyser. Après, Ex Machina, c'est vrai que moi j'ai envie de garder, même si parfois je fais quelques petits écarts, un focus horreur. Et c'est vrai que je trouve que Under the Skin a quelque chose d'un film plus horrifique. Donc merci Dodo pour le follow. Donc voilà, c'était pas, je trouvais pas ça absurde pour moi d'en parler sur cette chaîne. Mais Ex Machina, j'ai peur qu'on soit pour le coup franchement dans la science-fiction. Enfin, détrompe-moi si c'est faux. Mais du coup, je sais pas à quel point je pourrais trouver ça pertinent de faire un focus dessus sur cette chaîne, mais on sait jamais. Après, si je l'adore, il se peut très bien que je fasse une entorse à ma ligne édito, comme je le fais très souvent. Comment tu décrypterais la scène où elle tombe en pleine rue et où des passants l'aident à se relever? Bah, tu vois, enfin pour le coup, alors c'est pas la scène que j'ai le plus en tête, mais là c'est pareil, on est vraiment parce qu'il me semble qu'elle marque un temps qu'elle a du mal, enfin c'est pareil, détrompe-moi si c'est pas ça, mais je crois qu'elle marque un temps qu'elle a du mal, elle met le temps, elle a comme un temps d'interprétation pour comprendre ce qui se passe ou pas, je me rappelle plus. Mais du coup là clairement, tu vois, le fait de se casser la gueule dans la rue, c'est un défaut du fait d'avoir une enveloppe corporelle, c'est la contingence de l'enveloppe corporelle du corps, des défauts de la ouais enfin, comment dire, de la non fiabilité du corps, euh, qui la met en défaut et qui en même temps va susciter justement aussi l'empathie. Il y a une scène aussi qui implique davantage de sororité, mais bref, c'est à travers putain, je retrouve pas le mot. Le fait d'être faillible, c'est quoi le nom? La faillibilité. Putain, je suis fatiguée, hein. Mais bref, c'est ah, c'est la faiblesse en tout cas de son corps qui fait que justement ça va susciter de l'empathie. Enfin, en tout cas, c'est à travers cette faiblesse
que les humains vont pouvoir lui témoigner de l'empathie du coup et de l'aide, etc. Et donc je pense que c'est, oui, elle reste impassible, tu me dis, et interdite à ce moment-là. Et je pense que tu vois, c'est une étape importante pour elle dans la compréhension, dans l'absorption du fait que son corps peut susciter autre chose que les bas instincts et que les, comment dire, que le désir un petit peu vil, entre guillemets, qu'elle va susciter chez les hommes un petit peu qui pensent finalement qu'à Ken, tu vois, pas spécialement à la connaître ou quoi, mais qui ont juste envie de tirer leur coup, et qu'en fait là, elle se rend compte que son corps, qui est pourtant conçu pour ça, peut aussi susciter un range, enfin un éventail d'émotions humaines et de réactions chez les humains qu'elle ne soupçonnait pas. Donc là, encore une fois, c'est à travers son corps qu'elle fait l'expérience de quelque chose de plus. Et je pense que du coup, c'est une étape importante dans sa réflexion, dans son développement, et encore une fois, dans l'écriture de son humanité. Ex Machina, oui, vous me confirmez que c'est nettement plus SF. Bah écoutez, il faut que je le tente, enfin, il faut que je le regarde. Après, c'est vrai que j'ai du mal à aller spontanément vers la SF, ce qui est bête d'ailleurs, parce qu'il y a évidemment des tas de films de SF que j'aime beaucoup. Mais c'est un genre vers lequel je vais peu. Je vais pas si facilement. Donc écoutez, il faudra que je le regarde. La raison pourquoi elle choisit uniquement des hommes, c'est pas expliqué, même si on comprend dans la logique du film. Ouais, Azazel, effectivement, ça pourrait. Mais en fait, bon, sauf si on prend le corps de la dame au départ à qui elle vole les vêtements, qui va sûrement elle aussi être transformée en viande. Mais je pense tout simplement parce qu'il y a, malgré tout, dans le film aussi, c'est tout un autre axe d'analyse qui pourrait être une analyse à part entière en soi par ailleurs. Mais c'est justement cette histoire de regard. Je pense qu'il y a vraiment aussi un peu une critique malgré tout du patriarcat à travers la manière dont il est extrêmement, enfin tristement même facile d'utiliser cette espèce de chosification et de vénération qu'opèrent les hommes sur le corps féminin, et voilà, et la manière dont finalement ça les avilit et ça les abîme, voilà, au point qu'ils n'en deviennent que de la viande. Encore une fois, je suis pas là, je suis pas du tout en train de shamer le fait d'avoir du désir, mais encore une fois, il y a quand même une chosification généralisée qui s'applique sur le corps des femmes, et donc je pense qu'il y a complètement de ça aussi, que c'était plus pertinent de faire comme ça. Mais effectivement, après l'alien, je pense que à partir du moment où il ramène de la viande, il ramène de la viande, hein. Donc femme ou homme, c'est pareil. Alors Luigi, tu me dis Ex Machina a quelque chose d'assez oppressant. Ah, tu peux pas en dire plus sans spoiler. Bah écoutez, vous éveillez ma curiosité, donc je serais intéressée de le voir ce film, un de ces quatre. Je n'ai pas vu Under the Skin, mais c'était passionnant. Hâte de le découvrir. Bah écoute, merci beaucoup, Unruig. Si je peux donner l'envie à des gens qui n'ont pas vu de le voir, même en étant spoilé, du coup, mais voilà, de faire votre propre expérience du film, c'est gagné. C'est tout ce que je peux souhaiter. C'est faillibilité, du coup, tu confirmes, Luigi, parce que j'avais envie de dire ça, mais j'avais peur de. Je n'étais plus sûre de moi, et donc je. Non, tu te fiches de moi en fait, c'est une blague. Non. Je sais plus si on peut employer ce mot ou pas, c'est horrible. Empirique, tu me dis la faiblesse, mais bon. Euh, Alex, tu dis oui, c'est le grand thème du film, je pense. Tu veux dire la critique du patriarcat ou ce que je disais sur l'humanisme? Oui, c'est celui-là, Besoin, je crois que c'est celui d'Alex Garland. Oui, c'est vrai, Delirium Bear. C'est vrai qu'il y a ce plan, du coup, sur une fourmi, où là aussi, je pense qu'on peut faire un parallèle avec le plan de la mouche, tu vois, où elle est d'abord dans l'observation presque scientifique, on va dire, scientifique d'une petite manifestation de la vie, donc qui pour elle n'est pas importante d'un point de vue rendement, parce qu'elle peut pas en faire grand-chose, parce qu'elle va pas nourrir son peuple avec ça, mais où elle est, ouais, encore une fois, dans cette observation documentaire et froide des choses, jusqu'au moment où, dans ce regard, va petit à petit s'imprimer de l'empathie, quoi. Oui, le patriarcat, oui, non, mais je suis d'accord, Alex, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi. Mais, ouais, en fait, je pense que le film est extrêmement riche, même s'il est beaucoup dans la suggestion et beaucoup dans la. Qu'en fait, il y a très peu de dialogue, il est très contemplatif, voilà, ça parle très peu, etc. Je pense que dès qu'on creuse un peu, en fait, on s'aperçoit qu'il est extrêmement riche et que il y a différents axes d'analyse à développer. Il y a voilà, plus le patriarcat, plus celui que j'ai fait, plus sûrement d'autres, et qui peuvent chacun donner lieu à une analyse complète, hein. Ça, en même temps, c'est à ça qu'on sait qu'un film est riche et réussi et excellent. Ah, tu confirmes, Luigi, que ça se dit faillibilité. Ok, bah écoute, je n'hésiterai plus à l'utiliser, alors merci. Besoin, tu as vu Under the Skin à sa sortie, tu avais beaucoup aimé.
Je suis arrivée là il y a 10 minutes, j'ai envie d'avoir toute ton analyse maintenant. Écoute, bah, tout simplement, elle va être disponible en replay quelques jours sur Twitch, donc tu pourras tout à fait la rattraper, ne t'inquiète pas. Ward, j'ai dit là, tu dis un des films les plus originaux et novateurs formellement que j'ai vu. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors pour le coup, je sais pas si vous avez vu La Zone d'intérêt, ce que vous en pensez. Pour le coup, je suis plus Team Under the Skin. Enfin, encore une fois, je trouve qu'on est dans une mise en scène qui se ressemble beaucoup, mais Under the Skin, ça m'a plus touché dans son intention. Enfin, je trouve qu'il y a des choses extrêmement fortes dans La Zone d'intérêt, bien sûr, des choses assez colossales. Mais je trouve que Under the Skin a quelque chose d'assez absolu dans ce qu'il essaye de faire et ouais, de fou, je sais pas. Enfin, ça m'a davantage parlé. J'ai davantage saisi l'intention, je pense. Alors Delirium Bear, malheureusement, comme je l'ai avoué en début de stream, j'ai pas lu le bouquin, donc je peux pas te dire. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je le fasse pour que je puisse comparer ça mieux. Après, comme d'habitude, je dis toujours, je le pense et je suis certaine que vous aussi, mais que du coup, un roman, quand il est une adaptation, un livre, pardon, quand il est une adaptation, putain, je vais y arriver, un film, quand il est une adaptation de livre, il est avant tout, malgré tout, un film et il est une œuvre à part entière, enfin, surtout quand il est riche et qu'il est réussi. Donc, je pense pas que ce soit nécessaire d'avoir lu le roman pour analyser le film, parce que voilà, le réalisateur fait le choix, en bon sartrien, de garder des choses ou pas, d'adapter des choses ou pas. D'ailleurs, je crois que le film n'est pas extrêmement fidèle. Euh, mais oui, en tout cas, ce serait intéressant effectivement de savoir quand même si voilà cette idée-là est dans le film dans le livre, pardon. Et je sais pas du tout du coup si le livre véhicule les mêmes idées, a le même message, a les mêmes positions, explore les mêmes philosophies que le film. Ça, c'est vrai que je sais pas du tout. J'essaierai d'y jeter un œil à l'occasion. Euh, Wardjila, tu te demandes si, pourquoi, après l'ouverture assez abstraite, le film s'ouvre sur une descente de montagne en moto. Alors la descente en moto, ça, je peux pas tellement... Ça, je sais pas exactement pourquoi ce choix-là plutôt qu'un autre. Enfin, d'ailleurs, je dis pas du tout que j'ai la réponse à tout ou quoi. Par contre, l'ouverture assez abstraite avec cette espèce de forme, ouais, comme, enfin, effectivement, abstraite qui est arrondie, qui ressemble à un peu à un œil, où déjà on a une sorte d'œil qui se forme et en même temps on est aussi du coup dans des rondeurs qui, de manière classique, rappellent toujours un peu une conception ouais, abstraite de la féminité, du coup. Et du coup, je pense que ces premiers plans enfin, presque expérimentaux, à la fois ça donne une espèce de suggestion de ce à quoi peut ressembler son vaisseau spatial ou sa base ou je sais pas quoi, et les étapes par lesquelles vont passer ensuite les corps des hommes qui sont transformés en viande. Mais voilà, je pense qu'on est aussi dans le fait de commencer à suggérer comme une note d'intention du film, une note d'intention liminaire, suggérer l'idée du regard et de la féminité, et du regard féminin et surtout du regard sur la féminité, etc. Je pense. Alex, tu me dis, tu as trouvé des similitudes entre les deux films? Merde, j'ai oublié de quoi je parlais du coup, entre ce film-là et quel autre film? Ou alors c'est pas moi que tu parles, peut-être tu réponds à quelqu'un d'autre dans le chat, pardon. Ah, la zone d'intérêt, pardon. Ah oui, pardon. Euh, des similitudes, oui, alors des similitudes esthétiques, parce que encore une fois, on est vraiment sur cette dilatation du temps. Il y a aussi au début de la zone d'intérêt un très long plan en travelling latéral de un prisonnier en fait qui pousse une brouette dans le jardin de la famille de SS, qui rappelle un peu justement les victimes de Scarlett Johansson, qui marchent aussi très longuement et qu'on filme de manière, enfin de profil avec un travelling latéral comme ça, sur une ligne droite. Et ouais, effectivement, la dilatation du temps, un peu le côté un peu contemplatif, et puis encore une fois, cet œil distant et froid sur les choses qui laisse surgir un petit peu, en fait, qui convoque un peu notre conscience et euh, ouais, notre empathie face à des choses qui nous sont exposées comme ça, presque sans médiation. Alors évidemment, c'est une illusion, parce que le cinéma en soi, évidemment, est une médiation, mais des choses qui nous sont posées comme ça, dans toute de manière très crue, croit-on sans plus de stylisme, et qui en fait nous apparaissent d'autant plus, enfin dans leur espèce de cruelle froideur, quoi, on va dire. Et donc il y a ça dans les deux. Under the Skin t'a fait penser à la montagne de Thomas Salvador, Pierrick? Ah ouais. Ah ouais. Ah, c'est marrant. J'aurais pas du tout pensé, mais pourquoi pas, c'est pas bête. Enfin, il est pas question d'être bête ou pas d'ailleurs, mais
Je j'aurais pas dit. La montagne, d'ailleurs, moi, c'est un film avec lequel j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal, mais enfin, alors que mon collègue, par exemple, Mathieu d'Écran Large, n'a eu de cesse que de chanter ses louanges sur le site parce que lui, il a vraiment adoré. C'était vraiment l'un de ses films préférés de l'année dernière. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal avec ce film, mais je dois dire que les effets spéciaux, vraiment, en termes enfin, ils sont sublimes. Non seulement ils sont très bien faits, mais en plus, ils sont magnifiques. Donc, je dois dire, tout ce qui est. Enfin, pour les gens qui ont vu le film, tout ce qui concerne la partie fantastique, je la trouve magnifique. Après, tout le reste, j'ai énormément de mal, mais. Valentine, ce que tu as adoré dans Under the Skin, ce sont les scènes dans le pétrole noir qui ressemblent à du théâtre buto. Décor en souffrance et tout, oui, exactement, c'est vrai. Il me semblait d'ailleurs que j'avais mis quelque part une autre image des mecs qui sont sous l'eau, à part celle-ci. Ah non, non, autant pour moi. Mais ouais, elle est terrifiante l'image vraiment où le mec... parce qu'en fait, elle fait une deuxième victime, et cette deuxième victime se retrouve face à la victime précédente qui est pas encore morte et qui est là à flotter dans l'eau et en fait qui petit à petit en fait a la peau qui se détache de ses muscles et qui est comme une sorte de drap mal ajusté par-dessus son corps, c'est horrible, voilà, dans le flottement de l'eau et au bout d'un moment voilà sa substance disparaît et sa peau se ratatine sur elle-même, c'est terrifiant. C'est là pour le coup voilà, on parlait au début du fait de si le film faisait peur ou pas, mais cette scène là elle met très très mal à l'aise, elle est très angoissante. Je me rappelle l'avoir vu au cinéma, ça m'avait... Oh. La musique est très troublante, effectivement, Giboulet, mais alors attends, justement, il faut que je vous cite la compositrice, j'ai oublié son nom. Parce que c'est celle de... C'est la même dans Under the Skin et qui a fait la musique d'Under the Skin et celle de La Zone d'intérêt. Et c'est vrai que la musique de La Zone d'intérêt, je crois que c'est ce que je préfère dans le film. En fait, elle est absolument folle. Et donc, cette compositrice s'appelle Mika Levy. Mika Levy, voilà, qui fait un travail dingue sur La Zone d'intérêt. Ah bah ouais, pardon, elle était citée dans le chat, j'avais pas vu. Excusez-moi, bravo à vous. Ouais, par rapport à Birth, c'est pareil, j'en parlais un peu en début de stream. Birth, c'est un film qui me fait un peu ni chaud ni froid. Enfin, je le trouve pas du tout inintéressant, mais je le trouve pas génial non plus. Et en fait, c'est beaucoup dû au fait que, pour le coup, il a quelque chose de beaucoup plus accessible que Under the Skin, beaucoup plus grand public, même si son sujet en soi n'est pas facile et qu'il est troublant aussi et un peu glauque. Il est intelligent par plein d'aspects, hein. Je dis pas du tout que c'est un film inintéressant, absolument pas, mais on n'est pas du tout dans la radicalité de Under the Skin ou de La Zone d'intérêt. En termes de style, Birth, ça pourrait être réalisé par pas mal de gens, alors que Under the Skin et La Zone d'intérêt, ça ne peut être réalisé que par Jonathan Glazer. Il y a que lui qui a ce style-là, quoi. Alors, Delirium Bear, pas une question, mais j'ai reconstaté que écossaise en boîte, c'est les meilleures meufs quand il s'agit de faire rempart face au potentiel VSS. Ah ouais. Écoute, je ne sais pas, parce que j'ai eu la chance déjà de mettre les pieds en Écosse, mais pas d'aller en boîte en Écosse, donc je ne sais pas comment réagissent les écossaises, mais bravo à elles. Ou alors tu parles de la scène du film, du coup, que j'ai plus trop en tête, mais... La montagne, c'est très long pour ce que ça raconte. Ouais, c'est vrai, assez. Mais il y a plein d'automatismes dans le film dont j'ai pas été fan, ne serait-ce que alors, je suis pas du tout contre le fait d'avoir des scènes de sexe dans les films, absolument pas, mais vraiment, cette idée qu'on a ces deux personnages qui commencent à se plaire et qui, au final, le pinacle de leur rencontre et de leur relation, c'est le fait de coucher ensemble et après plus rien. Je trouvais ça tellement facile et superficiel. Euh, je trouve que le personnage principal manque énormément de charisme. Alors, oui, alors je sais que Thomas Salvador l'interprète lui-même. Je suis absolument pas contre le fait de jouer dans ses propres films, puisque même moi, ça m'arrive de le faire dans mes courts-métrages, mais je pense vraiment que c'était pas le bon casting pour ça. Je comprends qu'il ait eu envie de jouer lui-même son propre rôle, mais je trouve que là, du coup, il a pas. C'est comme s'il avait pas eu le recul nécessaire pour se rendre compte qu'en fait, il fallait qu'il écrive davantage son personnage au-delà de l'incarner ou qu'il le fasse incarner par quelqu'un sur lequel il aurait plus de recul justement sur la substance qu'il pouvait apporter au personnage, parce que pour moi là ouais, ça fonctionne pas du tout, mais encore une fois c'est un avis très personnel. Beaucoup de gens ont trouvé que c'était un film magnifique. En plus il a eu des prix il a eu beaucoup de prix au PIF cette année-là, donc au Paris International Fantastic Film Festival. Il en a eu aussi, si je ne m'abuse, à Gérard Armé l'année où j'y étais aussi, donc non franchement voyez La montagne de Thomas Salvador quand même. Voilà, encore une fois, moi j'adhère pas du tout, mais il y a quand même des choses voilà, que moi j'ai trouvé très belles, et surtout des gens, même les choses que j'ai détestées moi, il y a des gens qui l'adorent. Donc, Valentine, tu dis dans Under the Skin, la caméra est au contraire très présente, j'ai l'impression, en retrait dans le van, au niveau des yeux des personnages dans la maison noire. Elle change beaucoup de présence, on la ressent. Ah d'accord, bah, c'est intéressant. Après, c'est vrai que c'est pas parce que la caméra est froide et distante que malgré tout on la ressent pas et qu'elle est absente.
c'est aussi une forme de présence de faire ressentir cette froideur et cette distance. Mais en tout cas, oui, il y a des choses extrêmement, bien sûr, enfin, ça reste très stylisé, même si ça emprunte au documentaire, ça reste très stylisé. Donc ce que je disais au début de l'analyse, justement, avec les jeux de miroir, je vais essayer de remontrer. Voilà, donc voilà, ce genre de très gros plan, évidemment que forcément on sent la mise en scène, on sent la caméra. Voilà, les jeux de miroir pour toujours interroger cette question de regard et de perception et de représentation. Oui, non, je suis pas du. Enfin, oui, je pense que tu as raison. Euh, mais je pense que c'est pas antinomique non plus avec ce que je disais du coup. Mais oui, mais j'ai pas osé le dire, Luigi, mais ça m'a complètement fait penser au costume d'Edgar dans Men in Black, effectivement. La meilleure scène. Delirium Bear, la caméra évite aussi l'écueil de la sexualisation de Scarlett Johansson, oui absolument. Même la nudité est très crue et finalement pas vécue comme quelque chose d'intime. Ouais, j'ai pas mis de photos, enfin d'images des moments où elle est dénudée parce que je sais que Twitch fait chier avec ça et j'osais pas, enfin j'ai eu peur de faire striker le stream. Mais ouais, en plus ce qui est intéressant du coup c'est que, encore une fois, c'est en parallèle de sa carrière chez Marvel où elle est au contraire sursexualisée par ses costumes, par la caméra. Merci Arnard pour le follow. Et, et au contraire, là, en fait, on filme son corps qui pourtant est effectivement plutôt dénudé et tout. Et en même temps, il y a cette espèce d'étrangeté parce qu'elle est sous une lumière plutôt crue qui est très blanche. euh, et où elle devient cet objet effectivement mi de chosification, mi-vénération, mi-prédation. Quelque chose de très étrange, mais du coup, où son corps est. On peut le trouver désirable comme ça, mais en tout cas, c'est pas la caméra qui le rend désirable et on est vraiment euh, dans le compte rendu le plus, bah, encore une fois, le plus froid et le plus détaché de ce qu'est un corps, voilà. Et on nous dit, les hommes trouvent ce corps désirable, mais la caméra est pas en train de nous dire que il est par définition désirable. Le film ne nous dit pas que, ne nous apprend pas à trouver ce corps désirable, on va dire. Encore une fois, ça va avec la notion de choix, avec la notion d'être soi-même responsable et maître des choses qu'on va penser, des choses qu'on va faire, etc. Et ouais, l'alien au départ euh, a conscience d'être désirable, mais ne fait rien pour être désirable. Donc oui, la caméra épouse tout à fait ce point de vue-là. Oui, la photographie, effectivement, c'est un bon terme médical. Ward, je peux t'appeler juste Ward parce que j'ai du mal à tout prononcer d'un coup. Mais ouais, presque médical, effectivement, je pense que c'est un bon terme. Il y a, ouais, quelque chose de presque, enfin, de très très blanc sur ce fond noir, d'extrêmement étrange, avec ce reflet sur l'eau qui vient étrangéifier tout ça, entre guillemets. Mais ouais, enfin, encore une fois, je trouve que la richesse de cette mise en scène et de ces thématiques esthétiques sont assez folles. Pseudo relou. Bah écoute, on dira Ward alors. Voilà. Euh, Est-ce que vous avez envie de faire d'autres remarques ou de dire d'autres choses ou quoi? Je vais pas vous tenir la jambe non plus 3 heures. Forcément, c'est un stream plus court que d'autres, hein, mais parce que quand je joue 3 heures de Resident Evil, c'est pas. Voilà, je peux vous tenir 3 heures sur. Vous tenir la jambe 3 heures sur Sartre, pour ce que je maîtrise de Sartre en plus. Tu as trouvé ça cool, Luigi? Bah écoute, ça me rassure parce que du coup, voilà, pour ceux qui connaissent ma chaîne YouTube, et si vous ne la connaissez pas, abonnez-vous, allez-y, parce que du coup, dessus, il y a moult analyses de personnages féminins dans les films d'horreur. Voilà, comme je le dis souvent, ma chaîne YouTube en ce moment, c'est compliqué, non seulement parce que j'ai beaucoup moins le temps, parce que je travaille du coup en mi-temps chez Écran Large et que le reste du temps, je travaille sur des projets de fiction ou sur d'autres choses, sur des conférences, etc. Alors qu'à l'époque où je ne faisais que ma chaîne YouTube et que j'avais la bourse du CNC pour financer ce travail-là, j'y passais souvent 3 semaines, 3 semaines sur chaque vidéo et en fait j'arrive plus à consacrer ce temps-là et donc encore une fois désolé pour ceux qui ont déjà entendu ça 10 fois mais je suis un peu entre deux logements, enfin j'ai pas de vrai chez moi on va dire et du coup mes affaires sont dans des cartons donc j'ai plus mon décor, j'ai plus le décor que j'avais avant, que j'avais peint et tout. La moitié de mon matériel est au fond d'une cave dans des cartons, donc c'est compliqué pour moi de refaire des vidéos YouTube pour le moment. Je dis pas que l'idée n'est pas du tout d'abandonner, mais c'est compliqué de refaire le même fonctionnement qu'avant. Du coup, mais j'ai pas du tout envie d'arrêter de parler de personnages féminins dans les films d'horreur. Donc Twitch, c'est une bonne solution pour moi de continuer à en parler, à faire ce travail-là, et en plus du coup d'être en interaction directe avec vous. Donc ça donne peut-être des analyses qui sont moins carrées, moins rédigées, on est d'accord, mais en même temps qui permettent d'être dans le dialogue avec vous. Donc je trouve que c'est un bon compromis. Donc voilà, si ça vous plaît aussi, j'en suis plus que ravie de pouvoir continuer à faire ce travail avec vous
même si dans un autre cadre, d'une autre manière. Une reco horreur avant de partir. Une reco récente. euh, Oui, Bernard, tu arrives à la fin, mais écoute, c'est pas très grave parce que le replay va être disponible quelques jours sur la chaîne. Euh, une reco récente d'horreur. Les Chambres Rouges. Les Chambres Rouges, c'était vraiment génial. C'est une toute petite distribution. Ouais, le film a été très peu distribué. Je sais pas s'il est encore trouvable quelque part. Euh, de manière légale, j'entends, parce que sinon ça fait longtemps qu'il est sorti, mais le film est vraiment génial. Il est tétanisant. Ah ouais, Alex, tu confirmes que c'est excellent. Ouais, franchement, c'est pareil, tétanisant par plein d'aspects et pourtant sans être du tout dans l'horreur graphique, absolument pas. Mais il remue profond et de manière très intelligente en plus, parce que du coup, Les Chambres Rouges, j'ai eu la très très grande chance de présenter l'avant-première au NK2 Bibliothèque et d'animer le Q&A après la présentation avec le réalisateur après la projection, pardon, avec le réalisateur Pascal Plante et la comédienne principale Juliette Gariepi. Et j'ai trouvé que tous les deux avaient que des choses fascinantes à dire sur le film. Et je trouvais que la démarche de Pascal Plante était vraiment brillante et très intelligente. Il a commencé à parler de choses du film, justement. Alors, c'est pareil, hein, typiquement, Les Chambres Rouges, j'ai très envie d'en faire une analyse sur Twitch aussi quand le film sera officiellement disponible en France, quand il y aura une sortie en format physique ou quoi. Parce que, ouais, je le trouve brillant et il y a tellement de choses à dire. Donc, voilà. Alors, Orson Welles, tu nous parles de Sleep. Alors pour le coup, moi, c'est vraiment pas un film que j'ai beaucoup aimé. Je le trouve pas trop mal, donc vous empêchez pas de le voir. Évidemment, il y a quelques bonnes choses. C'est un film dans son ensemble que j'ai pas trouvé génial parce que je trouve qu'il obéit à une trame extrêmement classico-classique de n'importe quelle série B d'horreur américaine, un peu facile avec voilà le mari qui croit pas sa femme, enfin sa femme qui commence à avoir l'intuition de quelque chose qui va pas, puis ça devient évident, elle met du temps à réagir et en même temps son mari la croit pas, et après ils font appel à un peu une vieille femme mystique qui vient dire oui, je comprends bien qu'il y a un esprit, que gna gna gna. Enfin bref. Mais en même temps, le film au départ s'en tire bien parce qu'il a le côté un petit peu exotique, si on veut, du fait qu'il est coréen et que du coup on n'est pas dans les mimiques du casting américain habituel et qu'on change un peu de cadre et de décor et tout. Et donc il y a quelque chose de plus rafraîchissant. Mais en vrai, à prendre dans son ensemble, dans le film, le film ne se démarque pas tellement de n'importe quel Blumhouse, on va dire. Oui, il a eu un prix à Gérardmer, effectivement, il a eu le Grand Prix. Mais donc, je vous le déconseille pas du tout. Comme le disait Orson Welles, voilà, il a beaucoup aimé le film, manifestement. Et il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup aimé le film, d'ailleurs, parce que j'ai publié une critique en demi-teinte, pas spécialement positif, pas spécialement négatif non plus, mais pas spécialement positif sur le film, sur le site d'Écran Large. Et pas mal de gens ont réagi en disant qu'ils ne comprenaient pas cette critique et qu'ils l'aimaient beaucoup. Donc ne vous empêchez pas de voir Sleep, absolument. Donc il est en ce moment au cinéma, je crois. Donc ouais, vous empêchez pas. C'est pas parce que moi je l'adore pas qu'il faut pas le découvrir. Euh, et sinon, ah ouais, et alors c'est pas franchement de l'horreur, mais alors, et puis je sais qu'il a fait débat, mais moi j'ai vraiment adoré Saltburn sur Prime, le nouveau film d'Emerald Fennell, et lui aussi je pense que j'ai très envie de faire un stream d'analyse dessus, un de ces quatre. Il faut juste que je prenne le temps d'organiser un peu ma pensée sur le film et de coucher un peu mon analyse sur papier, mais j'ai très envie de vous en parler aussi. Ça manque un peu d'horreur, ça manque un peu de personnages féminins, mais en même temps, c'est un film d'Emerald Fennell, qui est donc une réalisatrice que j'ai très envie de soutenir. Et comme j'avais déjà un petit peu fait une entorse à ma ligne édito en faisant une analyse de Promising Young Woman sur ma chaîne, j'ai un petit peu envie de faire la continuité, quoi, tout simplement. Donc, Orson Welles, tu trouves que c'est un bon film d'horreur à recommander à ceux qui ont peur des films d'horreur? Sleep, oui. Oui, c'est vrai que ça peut être une porte d'entrée pour les gens qui sont pas forcément rodés à ce format-là. Donc écoutez, ah, Valentine, t'as pas du tout aimé Soulburn? La version Wish de replay programmée pour Insta? La version. Du talentueux Monsieur Ripley. Ah oui, d'accord, j'étais en train de me dire, attends, replay de Alien? Je comprenais pas. Je suis pas d'accord, mais c'est intéressant, tu vois, ce serait cool si jamais je fais un stream dessus, enfin, je le ferai, je sais pas quand. Ce serait intéressant du coup que si jamais tu veux passer à ce moment-là, que tu sois présente dans le chat de ce stream pour qu'on en discute, parce qu'effectivement, je suis pas d'accord, mais je sais que beaucoup de gens ont fait voilà, ce genre de critique, et bref, j'ai envie de prendre le contre-pied, on verra bien. Ah oui, Luigi, oui, Ready or Not, absolument. Ah oui, non, mais là, tu cites des vieux films, c'est parce qu'on nous demandait des films récents, mais oui, absolument. Bah alors là,
allez chiner des inspirations de toute manière sur ma chaîne, hein. J'ai fait des vidéos sur plein de films de toutes sortes, des petits films indépendants, des gros films connus, des vieux, des récents, etc. Donc n'hésitez pas. Ma chaîne YouTube, j'entends. Voilà. Oui, Azazel, je suis d'accord. Enfin, j'ai pas mis de temps à rentrer dedans, mais je pense que aussi la présence de Jacob Elordi m'a aidé à être tout de suite concentré sur le film. Mais en tout cas, oui, il vaut le coup. Voilà. Bon, écoutez, les amis, je pense que on a essoré un peu les choses qu'on avait envie de dire sur Under the Skin. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent sur ce format-là, parce que je savais pas du tout si du coup mon public Twitch, que j'ai davantage habitué aux jeux vidéo, allait être présent. Ah oui, Azazel, il faut que je pense au raid, et je vois que Dollywood est connectée, donc je vais vous envoyer chez elle. Voilà, je savais pas du tout si mon public de jeux vidéo allait être présent pour ce genre d'analyse, mais écoutez, vous avez été assez nombreux, donc ça me fait extrêmement plaisir. J'espère vraiment que ça vous a intéressé, que vous avez trouvé mon analyse soit pertinente ou au moins intéressante. Merci beaucoup Corriban pour le follow. Voilà, moi j'aime toujours beaucoup faire ce genre de choses, donc je, voilà, je suis ravie que que ça vous intéresse. En tout cas, c'est l'impression que vous m'en avez donné, donc merci infiniment. Tu étais du public YouTube avant d'être du public Twitch, Luigi. Mais oui, mais je sais qu'il y en a parmi vous, effectivement, qui sont des vieux de la vieille, qui sont fidèles depuis le début. Je vous en remercie très grandement. Voilà, donc l'idée, c'est de continuer évidemment à faire des jeux, mais de refaire aussi du cinéma sur cette chaîne. Voilà. C'était le dernier stream de la semaine. Mais semaine prochaine, on recommence. Voilà, je vous annonce bientôt le programme. On va repartir, donc, comme je le disais, sur différents jeux. Donc, il y aura du Until Dawn que je vais commencer avec vous. Il y aura du American McGee's Alice que je vais commencer aussi. Voilà, qui est plus rétro gaming. Ce sera la partie rétro gaming. Euh, et ah oui, et les remasters de Tomb Raider aussi qu'il faut que que je m'organise avec Geoffrey pour faire ça. Mais aussi, donc bientôt, de nouveaux streams sur le cinéma. Je vais réfléchir, je vous proposerai des choses très vite. Voilà, merci infiniment. Et donc, j'essaye de vous envoyer chez Dollywood. Alors attendez, parce que ça se trouve, cette fois, je vais réussir à vous envoyer toute seule sans qu'on me réexplique comment je dois faire. Hop, comme ceci. Dollywood, alors je sais pas sur quoi est son stream de ce soir, mais elle parle de, comment dire, c'est aussi évidemment, enfin peut-être sans doute que vous la connaissez, mais une spécialiste d'horreur, de cinéma d'horreur, etc. Et elle est toujours passionnante. Donc, hop, hop, hop. Oh là là, je suis vraiment une vieille mémé, je ne sais. Alors, est-ce que ça va marcher? Ah, Luigi, tu as vu Turbo Joule commencer le remake du premier Tomb Raider? Je suis impatient de voir comment tu vas t'en sortir. Ah là 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 là. Bah écoutez, j'espère que je vais m'en sortir tout court. Bon alors, j'essaye de faire le raid. Hop. Ah, identifiant non valide. Alors attendez. J'ai pas le bon identifiant. Pop, pop, pop. J'ai pourtant bien écrit ça. Pourquoi ce serait pas le bon identifiant, dites donc? Je suis désolée, hein, faut vraiment que je m'habitue à faire ça bien. Mais pourquoi ça marche pas? Je vois pas d'autres identifiants sur sa chaîne, qu'est-ce que je fais de mal? Ou alors peut-être est-ce qu'il y a un moyen de ne pas autoriser des raids sur sa chaîne? Peut-être qu'elle a bloqué ça. Ou alors c'est moi qui fais n'importe quoi, je ne sais pas. Quelqu'un a une idée de comment ça marche pas, ou de pourquoi ça marche pas ou quoi? Ou sinon, c'est possible de bloquer les raids. C'est possible qu'elle l'ait fait pour se protéger du coup, parce que je suppose qu'en tant que streameuse féministe, tout simplement, je suppose qu'elle a dû parfois se prendre des raids pas spécialement sympathiques, donc peut-être qu'elle a juste bloqué. Bah écoutez, c'est peut-être pas encore ce soir que je ferai un raid du coup, parce que je vois que les autres gens auxquels je suis abonnée ne sont pas connectés, donc j'ai pas envie de vous envoyer chez n'importe qui non plus. Et écoutez, bah désolé, cette fois-ci j'y aurais pensé, mais j'aurais pas réussi. Mais du coup, vous pouvez aller voir Dollywood de ma part malgré tout. N'hésitez pas. Merci Tupac pour le follow.
Donc n'hésitez pas à aller chez Hollywood si vous voulez continuer votre soirée sur Twitch. En tout cas, merci infiniment pour votre présence. Voilà, je vous donne des nouvelles très bientôt. Merci pour votre soutien et pour m'avoir montré tant d'intérêt ce soir. Voilà, à très bientôt pour faire des jeux de flip et pour parler de cinéma. Et je vous fais des bisous. Voilà.